Choc XXL au Vélodrome dimanche soir. Il va pas falloir se rater une troisième fois de suite à domicile. Bonjour à tous, peuple marseillais et tous les autres qui sont sur cette vidéo. C'est l'avant-match d'OM Monaco. On va parler de la compo que j'aimerais qu'on aligne pour battre ces monégasques, de l'analyse de l'ASM, de l'actualité du club. Le point mercato, ça bouge ces derniers jours, il y a pas mal de rumeurs. Je vais tous les énumérer et puis je vais passer un gros coup de gueule sur le cas Payet. Je vous invite à écouter ce passage, peuple marseillais. Ça sera juste après l'analyse du match. Merci à ceux qui mettent un petit pouce en bas de la vidéo et on est parti pour l'avant-match complet. Je serai aux commentaires bien sûr pour vous commenter le match. Prise d'antenne assez tôt à partir de 19h15. Gros avant-match pour faire monter un peu la température. Je serai bouillant à l'image du Vélodrome en espérant que ça suive sur le terrain. Donc merci à ceux qui seront présents avant le match, pendant, peu importe. Et ceux qui veulent parier, ceux qui veulent miser sur la rencontre, sur Unibet, il y a une super offre de bienvenue si vous utilisez mon code promo RAFOOT. Ça marche le premier pari. Après l'inscription, vous avez jusqu'à 100 € de bonus en freebet qui vous sont accordés directement. Pour cela, il faut cliquer sur le lien qui est en description ou en commentaire épinglé et rentrer le code promo RAFOOT encore une fois. Voici les cotes pour le match. On n'est même pas favori, hein, vous voyez. Les formules les plus utilisées, ce qu'on appelle les MyBet. Sur Unibet, il y a les meilleurs cotes disponibles tout simplement et ça soutient la chaîne bien sûr. Ceux qui utilisent mon code promo, c'est juste un retour normal des choses quand j'ai un partenaire d'essayer de rendre l'appareil. Donc pour ceux que ça peut intéresser, pour la team parieur uniquement et pour les majeurs surtout, n'hésitez pas à en profiter et si vous avez des questions, je vous réponds sur Instagram là-dessus. D'ailleurs, les 5 derniers OM Monaco, il y a eu plus de 2 buts dans le match, donc en général c'est des rencontres très ouverte. Bon, vous le savez, hein, l'OM est parti en stage pendant 4 jours, ce qu'on a appelé une mission un peu commando, mais c'était surtout un moment de cohésion pour tout le monde. On ne joue pas de Coupe d'Europe cette année, donc le staff peut se permettre de demander aux joueurs et aussi aux familles des joueurs, parce que c'est pas facile de les voir quitter leur maison plusieurs jours d'affilée. Mais là, c'est normal. Un match par semaine, et puis c'était le moment, après quelques ratés qui ont été durs à digérer à domicile. Il y a eu depuis la défaite contre Auxerre un durcissement de la part de De Zerbi dans son management. On l'a vu avec le choix de mettre Brassier au placard, de l'écarter du groupe. On verra s'il va le réintégrer contre Monaco. Et puis il y a certains joueurs qui sont pointés du doigt, qui ont du talent mais qui manquent d'exigence, de professionnalisme, de rigueur au quotidien. Et ça, De Zerbi commence à en avoir marre. En ligne de mire, Koné, Brassier, Wai, Rowe, Merlin, Balerdi et Greenwood. Parmi cette liste de joueurs, ils ont tous été sanctionnés à Lens, sauf les 2 derniers. Ils étaient remplaçants, Wai, Rowe, Merlin, alors que c'est des potentiels titulaires à la base. Eh bien, c'est une sanction un petit peu quelque part, en espérant que ça leur provoque un déclic mental, qu'ils fassent plus tout simplement au quotidien, parce qu'ils doivent progresser, parce qu'ils sont à l'Olympique de Marseille, et qu'on a une certaine exigence de résultat. J'aimerais un peu parler de Koné, par exemple, que De Zerbi avait piqué en conférence de presse il y a très peu de temps. Et bien apparemment, aux entraînements, il est très nonchalant. Et ça passe mal au sein du club. Surtout après les désillusions contre Paris, contre Auxerre, il est un petit peu trop dilettante. Il me rappelle Imboula dans son attitude la première année avec Eli Boep et Anigo. Et puis je pense à Rowe aussi, qui a peu de temps de jeu en général par rapport à ses performances de qualité. Alors oui, contre Auxerre, il était moins en vue, mais comme toute l'équipe. Et c'est lui qui est sorti en premier à la mi-temps. Et c'est souvent le cas en cours de match. J'ai l'impression que Rowe, dans la mentalité, c'est pas le top. Peut-être qu'il se voit un petit peu trop beau, plus qu'il ne l'est vraiment. Même s'il nous a régalé en ce début de saison, hein, c'est mon avis. Je suis un grand défenseur de ce joueur, vous le savez. Mais attention quand même. Je me rappelle par exemple de son match à Nantes. Quelques contrôles ratés, qui étaient faciles pourtant. Il était dilettante, tout simplement. De Zerbi, il a envie de le piquer. J'ai l'impression pour qu'il fasse encore plus. Donc ce stage, qui s'est bien passé apparemment, il a eu lieu à Malmort. Il y a eu des supporters qui ont fait des banderoles pour l'anniversaire de Nadir, pour l'OM tout simplement. Et il y a De Zerbi et Balerdi qui ont été les saluer. Donc félicitations à ces supporters-là. Comme quoi, hein, l'OM est partout dans la France entière, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui qu'on le sait. Voici la compo que j'aimerais qu'on mette en place. Juste avant ça, je vais repréciser l'importance du match de dimanche d'un point de vue comptable. Déjà, si on gagne, on est 2e du championnat, tout simplement. Donc ce serait une superbe opération. Début décembre, d'être 2e de Ligue 1, après tout ce qui s'est passé récemment. Et puis c'est un match test qui peut être référence. À domicile, on a du mal. On affronte un véritable candidat pour la course au podium, si ce n'est le favori pour la 2e place. Donc c'est attendu ce match, vraiment.
autant qu'un Olympico. C'est vraiment un OM Monaco d'une importance supérieure à d'habitude. On en a connu historiquement. Des fois, on jouait le titre avec eux. Il y a eu des OM Monaco d'anthologie. Mais ça faisait longtemps que c'était plus le cas, vraiment. Je me rappelle, par exemple, il y a 10 ans, le Bielsa, en fin de saison, pour la course au podium, il était chaud bouillant au mois de mai. Même si on avait un peu de retard, on n'y croyait plus tellement à ce moment-là. Allez, voici la compo donc. Je mets Rulli dans les buts. En défense, Cornelius est incertain. Donc on aura la réponse en conférence de presse demain s'il est disponible. S'il est apte, je le mets aux côtés de Balerdi. Sur les côtés, le retour de Merlin avec Murillo. Au milieu de terrain, on maintient la triplette Højbjerg, Rabiot et Rongier. Là, on a vraiment 3 joueurs qui sont des travailleurs, des vrais récupérateurs. On gagne en solidité, en stabilité. On arrive mieux à garder le ballon avec Rongier, c'est indéniable. Je rappelle quand même, même si je ne suis pas son plus grand fan, hein, mais il a été élu meilleur récupérateur de Ligue 1 il y a 1 an et demi par ses pairs. Et puis dans le championnat de France, quand il est titulaire indiscutable, on est sur le podium. C'est une stat qui a tourné, mais c'est une vérité. Et c'est pour dire à quel point en Ligue 1, il est performant, il est régulier. Après, attention, il n'est pas encore à 100%. Ça s'est ressenti dans les duels notamment. C'est pas le Rongier sous Tudor, par exemple. Mais bon, vu les choix que De Zerbi a à disposition, c'est la meilleure formule possible au milieu de terrain. Parce que malheureusement, il n'a pas son vrai 10, comme il avait à Brighton. Amin Harit, Carboni, Koné... Aucun n'a réussi à tirer son épingle du jeu. Après, je ne dis pas, hein, sur certains matchs, quand on recevra des équipes comme Le Havre ou d'autres, il faudra mettre Harit, par exemple, pour avoir un vrai quatuor d'attaque et amener un peu plus de percussion et de créativité, tout simplement. Après, là, c'est un gros match. L'OM a besoin de se rassurer, notamment à domicile. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et le choix de Rongier s'impose, vu sa performance en plus à Lens. Et puis devant, Greenwood, Rowe et Mopé. On ne peut pas sortir Mopé de l'équipe. Après aussi, sa rencontre à Lens, où il a débloqué le match, hein, vraiment. Et je vais m'expliquer sur le choix de Rowe. Parce que c'est très important. Tactiquement, comment l'OM va s'organiser. Là, je vous ai proposé un 4-3-3. Mais on l'a vu à Bollaert, et ça s'est bien passé comme ça. On a défendu avec une défense à 3, en phase de possession. Et avec 2 pistons. Et en tant que piston, il y avait Garcia à gauche et Henrique à droite. Donc, dans cette compo, comment on peut s'organiser pour jouer ainsi? Eh bien, tout simplement en mettant Cornelius, Balerdi, Murillo en charnière, sur certaines séquences, hein, je précise. Merlin, piston gauche, piston droit, Rongier, qui de temps en temps dézonera un petit peu. Il a eu l'habitude de le faire avec Sampaoli et Tudor. Il a cette intelligence tactique pour cela. Puis ensuite, dans l'animation offensive, tu peux trouver la bonne formule. Il y aura la permutation. Comme à Lens, Greenwood, Rowe, Rabiot un peu plus haut, ce n'est pas un souci. Donc on n'est pas obligé de mettre Henrique si on veut jouer dans le même dispositif qu'à Lens, forcément. Rongier peut avoir cette double activité-là. L'analyse de Monaco maintenant. Honnêtement, ils sont meilleurs que nous. De ce qu'on a vu en ce début de saison, ils méritent d'être 2e du championnat. C'est la 2e meilleure équipe de Ligue 1 tout court. Et même contre le PSG, ça sera dans quelques semaines, ils auront leur mot à dire. Ils sont meilleurs que nous sur le papier et collectivement. Alors comment il faudra aborder le match? Il faudra aller les presser. Ça, c'est une évidence. Et dans l'engagement, dans les duels, les mettre en difficulté. Ne pas les laisser dérouler leur jeu. D'où la présence de Rongier au milieu de terrain. Ils viennent de perdre en Ligue des Champions. Bon, à 11 contre 11, d'ailleurs, ils étaient au-dessus de Benfica. Mais c'est vrai que mentalement, ça leur a fait un peu mal. Mercredi soir, jeudi... Mais dès aujourd'hui, ils ont la tête au Vélodrome. C'est un sommet du championnat de France. Et quand tu viens dans ce stade, dans cette ambiance, et quand dans le calendrier, tu as l'Olympique de Marseille que tu affrontes, la motivation, elle est naturelle. Donc ça n'aura pas d'impact mentalement sur eux. Je les ai souvent commentés en direct parce que c'est un concurrent de l'OM. C'est une équipe qui est aussi bien très fort en contre-attaque qu'en phase de possession. Ils ont des joueurs créatifs excellents comme Ben Seguir, Akliouche qui sont en feu. De petites pépites. Thiago Lovin en meneur de jeu, un milieu de terrain très compatible. Zakaria, imposant, puissant, qui m'impressionne. Et le petit Camara qui vient de Metz, que dire de lui également? Tout jeune, excellent. Défensivement, il y a Singo que j'aime beaucoup. Kehrer qui est bon sous les couleurs de Monaco. Les latéraux, c'est correct sans plus. Henrique et Vanderson, c'est des bons joueurs de Ligue 1. Hein. Et certainement qu'à l'OM, ils seraient titulaires également. Mais ils ont des passages à vide. Pendant un match, on l'a vu en Ligue des Champions, mais la plupart des matchs de Ligue 1, ils ont des temps faibles.
À l'inverse, ils ont des temps forts, hein, et ils savent en profiter. Et c'est une équipe aussi qui commet des erreurs individuelles, qui occasionne des occasions pour l'adversaire. Donc ça, il faudra en profiter, si on en a l'opportunité, évidemment. Après, que ça soit en phase de possession, ou sur les attaques rapides, sur les contres, c'est une équipe très à l'aise. Quand ils ont le ballon, c'est plutôt du jeu court. Ils combinent parfaitement, ils se connaissent très bien. Il y a des séquences exceptionnelles de ressorties de balles. Donc ça me fait peur. Et ils ont cette tendance souvent à jouer dans l'entrejeu, au milieu de terrain, dans le cœur du jeu. Un petit peu comme l'OM de Zerbi. Il y a cette volonté de combiner via l'axe. Et ensuite, d'écarter le jeu sur les côtés. Mais au départ, dans la construction, ça part vraiment du cœur du jeu. Je ne sais pas s'ils vont vouloir nous presser ou pas, être attentifs ou avoir le monopole du ballon, on verra bien. Mais quelle que soit la situation, il va falloir se méfier. Parce qu'ils sont très à l'aise sous les deux aspects. En contre-attaque, ils peuvent très bien ressortir le ballon et en 2-3 mouvements, trouver dans les intervalles un Ben Seguir et un Kliouch. Et après, je ne vous fais pas de dessin, ça peut nous faire très très mal. Et puis c'est une équipe qui va vouloir venir pour gagner. Ça, j'en suis persuadé. Ils vont pas vouloir jouer le match nul particulièrement. Donc ça risque d'être un match ouvert, parce que ça va être la même chose de notre côté. Après, on aura des espaces, on aura des occasions. Je me fais pas de soucis pour ça. Bon, un autre petit point positif pour nous, c'est leur avançante Ombolo, qui est très maladroit devant le but. Vraiment, ce début de saison, il rate beaucoup d'occasions. Il y a Balogun qui a joué 20 minutes contre Benfica. Est-ce qu'il va être titulaire dimanche? Je ne pense pas. Mais on le verra en fin de match, en deuxième mi-temps. Tu vas me dire, lui, c'est pas mieux non plus. Il est aussi réputé pour être maladroit depuis qu'il a signé à Monaco. Alors, l'historique des derniers OM Monaco. On gagne peu contre eux, mais on perd peu également. Il y a beaucoup de matchs nuls. Je me rappelle de la victoire sous Bielsa en fin de match avec le but d'Alexandrini. La dernière victoire, c'est en 2020, l'année Covid, stade à huis clos. C'était pas un match marquant, c'était en octobre ou novembre. Thauvin avait marqué d'ailleurs. Et puis pour parler de l'arbitrage, Turpin au sifflet, je vais vous donner une anecdote. J'étais au stade Vélodrome en janvier 2017, quand Monaco était champion de France cette année-là. C'était les débuts de ma courte, il faisait un froid pas possible. J'étais chez les Dodgers, on perd 4-1. Et le match, il est plié en 15 minutes. Il y a 2-0 pour Monaco et ce jour-là, on se fait voler par Turpin au sifflet. J'ai jamais vu le stade Vélodrome aussi en colère après un arbitre, ce jour-là. Allez voir le résumé sur YouTube si vous voulez, mais au bout d'un quart d'heure, il n'y avait que des noms oiseaux pour Turpin. C'était un truc de fou, parce que vraiment, c'était flagrant et ça avait plié le match d'entrée. Même s'ils n'avaient pas besoin de ça de leur côté, parce qu'ils avaient une équipe monstrueuse. Bernardo Silva, Lemar, Falcao, etc. Mbappé, il commençait. Il était remplaçant. Donc mauvais souvenir ce jour-là, avec Turpin au sifflet pour vous dire. Même moi, j'étais en furie, je tenais plus en place. Quand tu te fais voler par un arbitre, c'est frustrant, de la télé, etc. Mais au stade, c'est encore pire. Ça me rappelle l'Olympico, là, sous Bielsa, le 0-0, but d'Ocampos refusé. La route du retour, elle a été terrible pour moi, malgré la grosse ambiance, etc. Après, j'ai vu que Monaco était inquiet du mec qui était à la VAR, c'est-à-dire Jérémy Pignard, parce qu'en fait, ils se sont fait un peu voler lors du derby contre Nice, il n'y a même pas un mois. C'est pour ça qu'ils ne sont pas contents. En plus de leur vol en Ligue des Champions cette semaine, même si là c'est différent, c'est l'UEFA. Mais rappelez-vous de OM Monaco, arbitré par ce même Pignard. Il nous avait oublié un pénalty évident, le match où tu dors, quand il y a faute sur Kolasinac en deuxième mi-temps. Il y a eu un partout, mais là cet arbitre nous rappelle aussi des mauvais souvenirs lors d'un OM Monaco. Et lui, il sera à la VAR. Donc les Monégasques, sachez-le, Pignard, il vous a avantagé lors du dernier OM Monaco. Maintenant, on va parler du cas Payet. Et je tiens à m'exprimer. J'aurais peut-être dû en faire une vidéo spéciale là-dessus. Alors, il a annoncé, même si ce n'est pas un secret pour moi, il avait dit, après son départ aux côtés de Longoria, qu'il reviendra après sa carrière de joueur, c'est-à-dire très bientôt. Longoria était prêt à lui offrir un petit poste, quelque chose, et que lui serait OK, même si, bon, on était plus sur le coup de l'émotion du départ de Payet, et que certains, peut-être, ils l'ont oublié, et que ce n'était pas non plus officiel à 100%. Et que là, il confirme, plus d'un an plus tard, qu'il reviendra à l'OM après sa carrière. Quel est mon avis là-dessus? Pour moi, c'est quelque chose de très positif. Pourquoi? Parce que déjà, c'est quelqu'un qui aime le club, qui l'a prouvé à plusieurs reprises. Je rappelle juste pour l'exemple, certes, il y a son retour à l'OM.
quand il était en forme en plus en première ligue avec West Ham. Il y avait des offres d'United. Alors je sais que c'est aussi un choix familial, c'est clair et net, mais il y a aussi un côté affectif, cœur, par rapport à son passage chez nous, au club et avec les supporters. Quand il marque avec l'équipe de France à l'Euro 2016, il fait le signe, c'est chez moi, c'est le Vélodrome. Et puis, la finale d'Europa League, quand il est blessé, quand il n'est pas en jambes, et qui sait qu'il y a la Coupe du Monde derrière, qui devrait être appelée, il prend le risque de jouer, il se pète en plein match, et du coup, il ne va pas à la Coupe du Monde. Il n'est pas champion du monde à cause de ça. Et c'est Thauvin qui est appelé à sa place. Tu m'étonnes, il y a eu des tensions encore après entre eux. Ça a été aussi un sacrifice pour l'OM, pour le club. Voilà. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier. Et puis sans parler de ça, Payet, c'est un joueur qui aime le football, qui regarde plein de matchs tous les week-ends. On le sait depuis des années, il fait que ça. C'est un joueur inventif, créatif, qui a inventé des gestes, qui respire le foot, qui connaît le ballon, qui allait voir les minots à la commanderie, les matchs des jeunes, même s'il y avait ses enfants, tu vas me dire, ok. Mais il aime ça, il aime le football. Il a toujours été qualifié, et c'est une réalité, comme un joueur différent des autres. Et quand tu l'écoutes parler, ça se ressent. Aux côtés des jeunes, ou même un petit rôle dans le staff, pour moi, ça serait une bonne chose, une plus-value pour l'OM. Chaque club, grand club ou pas, a besoin de se reposer sur ses anciens. Payet, est-ce que c'est une légende? On va en venir à ce débat. Pour moi, le mot est un peu fort, je vous l'accorde. Mais il fait partie au XXIe siècle des joueurs les plus décisifs du club et des plus talentueux. Et il a prouvé. Ça se voit dans ses buts, ses passes décisives. Et sur l'ensemble de ses saisons à l'OM, il y en a 4 exceptionnels, où il porte le club. Après, on n'a pas gagné de trophée. Mais excusez-le, excusez-le. C'est pas de sa faute, il n'a pas eu la chance d'être dans l'équipe de Deschamps, comme d'autres, qui n'apportaient pas grand-chose au final. Ou pas plus que Payet plus tard. C'est pas la faute de Thauvin et de Payet si l'OM n'a pas gagné le trophée pendant tant d'années. C'est la faute de certains autres. À certains postes, on avait des joueurs poison. Alors oui, des fois, ils auraient peut-être pu apporter plus. Ok, mais ils ont tellement apporté. D'un autre côté, ils nous ont tellement fait gagner de matchs et de là. Et pendant combien d'années on va attendre avant de retrouver un 10 de la qualité de Payet? Combien d'années? Alors c'est facile de lui taper dessus. T'as gagné 0 titre et tu es gras. Au tuteur, Payet, la majorité des supporters de l'OM sont contre son retour. Ils se moquent de son poids. Ils disent qu'il n'a pas été sérieux, que c'est pas digne d'un gagneur. Ah, ils mélangent tout les gens. Ils mélangent tout. Mais on prend que des mecs qui mouillent le maillot et qui n'ont pas de talent alors. C'est ça l'OM. C'est quoi l'OM au final? C'est quoi? C'est le talent, c'est mouiller le maillot, c'est gagner des titres, c'est l'émotion. On se perd. La vérité, c'est que ça appartient à chacun des supporters, la définition, cette définition-là. Donc moi, je suis énervé des messages que je vois sur Payet. Ok, c'est pas une légende, mais il a marqué une génération, Payet. Et je comprends les jeunes, il vous a marqué, c'est normal. Oh, c'est un joueur différent des autres, qui nous a apporté plusieurs saisons, et on lui doit le respect, et surtout, il a plus de crédit que tous les autres pour avoir un rôle dans le staff ou au centre de formation. Il le mérite parce qu'il s'appelle Payet. C'est comme ça. Et c'est comme ça la vie. Tu as ta chance parfois parce que tu as prouvé par le passé. Donc oui, c'est logique. Et ça se voit dans n'importe quel club, ça. Faut savoir ce qu'on veut. Ah, quand il y a des Parisiens, trop de Parisiens à l'OM, ça va pas. Quand il y a trop de Marseillais, on fait du copinage. Quand il y a des anciens joueurs, on dit que c'est des emplois fictifs. Ou alors qu'ils n'ont pas été à 100% tout le temps, on trouve des trucs. À Marseille, on aime brûler ce qu'on a adoré. Quand tu vois ça, et Payet, il lirait ces commentaires-là, en majorité sur Twitter. Il se dirait, ben, tu sais quoi, je reviens pas. Et en 2017, j'aurais dû rester en Première Ligue. J'aurais dû faire d'autres choix et j'aurais dû surtout garder ma place en Coupe du Monde pour la finale d'Europa League. J'aurais pas dû jouer le match. C'est ça qu'il aurait dû se dire, Payet. Quand il voit certaines réactions, et ceux qui crachent sur Payet à l'heure d'aujourd'hui, allez lui dire en face, après sa carrière, quand il sera sur Marseille, parce qu'il va venir Payet, qu'importe. Mais allez lui dire en face. Là, il n'y aura plus de retenue, il n'y aura plus de tabou pour lui. Il va vous dire les choses. Enfin, il va réagir aussi à sa façon. Je ne pense pas que vous oseriez lui dire les termes. Bref, il n'aura pas un grand rôle, j'imagine. Surtout quand on sait comment ça s'est terminé avec Longoria. Mais au centre de formation, dans le staff, un petit rôle, c'est très bien. Il faudra l'accueillir les bras ouverts. Encore heureux avec tout ce qu'il a montré. C'est Payet. Les mecs, non mais faut pas déconner quand même. Oh. Je suis désolé, je ne peux pas parler du mercato, ni du centre de formation. Je ferai une autre vidéo demain, sinon elle va être trop longue. Voilà. Donc vous comprendrez bien.
Soyez là demain parce que sur le mercato, il y a beaucoup de rumeurs. Je vais parler aussi de Rabiot qui a mis un doute sur son avenir et du centre de formation parce qu'il y a un gros changement radical au sein du club qui s'est opéré avec le départ d'Otero. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, allez, je m'arrête là. Merci à vous de liker la vidéo. Et à demain, donc, pour une deuxième vidéo qui ne sera pas avant match Monaco, hein, mais qui concernera l'actualité du club. Allez, l'OM.